on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, le mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais M. Poujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. On peut condamner ou féliciter. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine, et à Gaza, et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris. Nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question. Est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran, qui était invité. Et il y a eu la Alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la solidarité de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Et donc, ce combat, comment faut-il le mener? Le respect du droit humanitaire. Il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Pensez, M. Poujadas, que l'enjeu, c'est pas uniquement quelques excités qui se posent la question du drame, de la tragédie qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Amos Goldberg, professeur à l'Université de Jérusalem, grand spécialiste mondial de la Shoah, qu'est-ce qu'il dit il y a quelques mois? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le croyais pas. Je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. La CPI n'a pas retenu ces mots-là. C'est pas son rôle. La CIG, la Cour internationale de justice, a indiqué, la Cour pénale n'avait pas à traiter de ce dossier, c'est la Cour internationale de justice qui a dit qu'il y a un risque de génocide. Vous savez que la Convention sur la prévention du génocide en 1948 prévoit d'agir avant. Et il est donc essentiel que, et je ne préjuge pas, évidemment, je sais parfaitement qu'on est dans le cadre d'une guerre, ceci est rappelé par les uns et par les autres. Il y a une guerre, mais cette guerre, ne l'oublions pas, c'est une guerre contre le terrorisme. Et elle peut être sans fin. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? À Gaza, les objectifs que se donnait Israël, M. Yoav Gallant, maintenant l'ancien ministre de la Défense, l'a annoncé, ils ont été remplis. Et le Hamas n'est plus une menace existentielle pour Israël. Donc les objectifs ont été atteints. Pourquoi M. Netanyahou continue à vouloir bombarder Gaza? Continue-t-il à vouloir assiéger les 400 000 qui sont aujourd'hui dans le nord du pays? À Jalalabad. 2 questions quand même, Dominique de Villepin. Est-ce que comparaison est toujours raison? Comparer l'Ukraine à Gaza, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence fondamentale? C'est qu'Israël a été attaqué, là où l'Ukraine n'a jamais attaqué la Russie avant l'invasion. Personne n'a contesté le droit à la légitime défense. Mais ce qu'on a vu, et ce qu'a vu la justice internationale, ce qu'a vu et ce qu'a condamné toutes les autorités internationales, c'est le jeu de la disproportion. C'est-à-dire que se défendre, chercher à attaquer le Hamas, sachant que Ismaël Haniyeh, mort. Mohamed Deif, mort. Yahya Sinwar, mort. Quel est l'objectif politique que poursuit Israël à Gaza? C'est quoi?
C'est la colonisation de Gaza, comme on le voit aujourd'hui en Cisjordanie, la volonté d'annexer Gaza. Quel est l'objectif politique aujourd'hui? Il n'a pas été énoncé. Il n'est pas énoncé. Et là, Benjamin Netanyahou doit répondre. Et ce n'est pas un hasard si Benjamin Netanyahou se retrouve aujourd'hui confronté aussi à un certain nombre de questions que se pose la justice israélienne. 2 dossiers judiciaires. Le premier... Qu'a-t-il fait et pourquoi son entourage a cherché à manipuler un certain nombre de documents sur ce qui s'est passé le 7 octobre, sachant qu'entre la nuit du 6 et du 7 octobre, M. Netanyahou était dans le Golan? Qu'est-ce qu'a fait M. Netanyahou pour empêcher la libération des otages? Voilà un point sur lequel toute la communauté internationale se retrouve. Libérer les otages, arrêter cette tragédie humanitaire à Gaza, voilà les exigences vers lesquelles nous devrions nous tourner pour agir. Alors, la libération des otages, on ne connaît pas tout, visiblement. Des otages ont été visiblement, délibérément exécutés, de sang-froid. D'autres, visiblement, le Hamas ne savait pas où il se trouvait. Bref, on va... Non, mais je ne rentre pas dans ce débat. Je vous dis simplement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont posées à M. Benjamin Netanyahou. Donc, ces critiques qui sont faites aujourd'hui et ces accusations et ces condamnations qui sont lancées ne viennent pas aujourd'hui par surprise. C'est que sur ce plan-là, et même si les États-Unis, on a vu la réaction de l'entourage de Trump sur la décision de la CPI, les États-Unis soutiendront évidemment Israël de tout leur poids. Vous dites que la France, l'Europe, a tout de même des marges de manœuvre. Là, je ne parle pas de l'Ukraine, mais de Gaza, en tentant d'intégrer les pays arabes, les grands pays arabes. C'est notre devoir le plus absolu. L'unité des pays arabes s'est faite le 11 novembre. Nous avons un devoir vis-à-vis de cette région, et bien sûr vis-à-vis du Liban, qui est aujourd'hui menacé de guerre civile, totalement déstabilisé. Et nous avons des leviers dans la main, en particulier... Quels leviers, Dominique Villepin? Parce que les armes israéliennes, elles ne sont pas européennes, elles sont américaines quasiment à 100%, et israéliennes, bien entendu. La négociation sur le nucléaire iranien. Cette négociation, en 2003, c'est moi qui l'ai initiée avec mon partenaire allemand et mon partenaire britannique, et elle a abouti en 2015. Benjamin Netanyahou a manifestement le souhait de régler son compte à ce programme iranien. Et à la volonté de domination par la puissance de Donald Trump, Benjamin Netanyahou ajoute, lui, un autre volet qui est la domination par la force militaire. Comment va se faire cet attelage entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump? Il est essentiel qu'avant que s'installe Donald Trump, nous fixions notre ligne, que nous disions clairement ce que nous pouvons accepter et ce que nous ne pouvons pas accepter, que nous sortions de ce silence qui fait de nous des complices de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Mais avec quel levier? Eh bien, la négociation avec l'Iran, nous pouvons lancer un certain nombre de propositions en liaison avec les pays arabes. Qu'est-ce qui nous empêche, nous Européens, nous Français, de proposer une initiative avec l'Arabie Saoudite, avec les pays de la région, pour régler la question du nucléaire iranien, pour régler la question de l'attitude de l'Iran dans le pourtour avec des actions déstabilisatrices à travers les milices. L'intérêt de l'Iran a manifestement changé au cours des derniers mois. L'Iran est aujourd'hui affaibli, l'Iran est peut-être même divisé, et l'Iran aujourd'hui a intérêt à tourner la page pour répondre aux ambitions, aux volontés de sa population, qui n'en peut plus de ce désastre économique qui est celui de l'Iran. Donc il y a une opportunité, mais une fois de plus, nous devons tenir sur la seule chose qui fait que notre ordre international, qui tient un fil, la seule chose qui fait que cet ordre international est encore susceptible de servir de recours pour la défense d'un intérêt général. C'est les principes, le droit et, dernière clé essentielle, M. Poujadas, la justice. Voyez-vous, vous me disiez quelle clé? On peut réactiver le dossier du nucléaire iranien à travers des propositions faites avec nos partenaires arabes. On peut avancer collectivement, nous l'Union européenne, pour envoyer un message très clair au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Nous allons reconnaître collectivement, en liaison avec nos partenaires arabes, l'État palestinien. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça translate ce dossier aujourd'hui, qui est un dossier qui donne lieu à une tragédie humanitaire et militaire. Nous le transformons en un dossier politique. Et c'est ce qu'il faut faire, sachant que la dérive de cette région vers le religieux, vers une bataille entre religieux, les ultra-orthodoxes, les ultra-messianistes israéliens et le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Il faut sortir de cette logique mortifère de la radicalité religieuse. Et c'est là où nous avons une responsabilité, parce que nous pouvons, nous, réintroduire le droit et la politique pour trouver des solutions. C'est le combat que nous devons mener. Regardez le rôle qu'a joué le général de Gaulle en 1967. Le général de Gaulle, il avait tout prévu. Cet engrenage, ce cercle vicieux de l'occupation, de la répression, tout cela était prévu. La guerre contre le terrorisme, ça fait 25 ans que nous savons qu'elle conduit en permanence à l'escalade et au chaos.
Israël ne peut pas avoir raison seul dans cette région. Israël, qui a la puissance nucléaire, sachant que l'Iran est à la veille, sur le seuil de devenir un État nucléaire, ne peut pas se comporter dans une seule logique de force et de puissance. Sans quoi, la logique de prolifération va se développer et vous verrez l'Arabie Saoudite se doter de l'arme nucléaire. Alors là, oui, là, tout changera dans cette région. Mais prenons en compte l'arrivée de Donald Trump qui change tout. Moi, je ne veux pas d'une France minuscule, réduite aux acquets. Je ne veux pas d'une Europe qui ne sache faire qu'une chose, c'est se mettre au garde à vous devant une Amérique qui, aujourd'hui, ne respecte plus l'idéal et la tradition qui était celle des États-Unis. Moi, je veux être fier de mon pays. Et je crois qu'il faut à la fois la fierté, la dignité et le respect des règles. C'est ça qui fait notre expérience d'Européens, avec toujours cette capacité, cette insatisfaction créatrice, qui fait qu'en permanence, nous sommes capables de tirer les leçons du passé.